Monsieur Pierre Bengozi. Bonjour. D'abord, merci et je félicite à la fois les organisateurs et tous les intervenants jusqu'à présent de la richesse de leur présentation dans laquelle je ne fais que m'y inscrire. Alors, la régie m'a gentiment indiqué que mon PowerPoint était plus pour 20 minutes que pour 10 minutes, donc je vais zapper un peu mon PowerPoint et peut-être que je m'y inspirerai de temps en temps, mais je vais plutôt improviser. Donc, en termes de timing, quand on improvise, c'est jamais évident. Donc, je vais vous inviter à être un élément contenant en m'indiquant le temps. Je suis là. Le temps, voilà. Donc, merci d'être là. Merci d'être là, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais m'appuyer. Vous avez peut-être entendu qu'en parlant de contenance, c'était l'essentiel de mon intervention. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur cet objet-là. Cet objet-là, je vais pas m'appuyer sur mon PowerPoint, mais je ne travaille pas sans filet complètement. Donc, ce filet-là... Il faut lever le bras. On ne le voit pas. Ce filet-là, je vais dire qu'il est construit par des mailles qui elles-mêmes sont construites par des liens et qui sont des liens de filiation verticale et d'affiliation horizontale et qui, se maillant, construit un maillage qui va déterminer, et c'est l'intérêt de cet objet en 3 dimensions, il va déterminer une fonction contenante, c'est-à-dire un contenant identitaire, qui va délimiter à la fois une appartenance et à la fois qui va construire un corps avec ses limites. Eh bien, je vais dire que lorsque je vais penser la question de l'impact familial dans ce qui va se manifester du côté d'un adolescent, d'un enfant auteur de violences sexuelles, effectivement, je vais le penser un peu comme M. Adrien Taquet l'a formulé au départ, c'est-à-dire en disant qu'il s'inscrit dans une histoire familiale et que cette histoire familiale, elle est à la fois du côté de la protection, mais aussi du côté du risque. Alors, cette histoire familiale, elle n'est pas isolée du jeune. On n'a pas d'un côté la famille et d'un côté le jeune. Il se trouve que le jeune fait partie de cette famille. Il est construit comme partie prenante de cette histoire familiale. C'est-à-dire qu'il est, avant même de naître, il est déjà porteur héritier de tout ce qui va construire son processus de croissance et son processus de vie. C'est-à-dire qu'en naissant, il est déjà héritier, justement en tant qu'inscrit dans des liens. Il va être héritier à la fois d'une inscription et d'une transmission. Mais d'une transmission qui n'est pas uniquement du côté du visible des faits qu'on va repérer du côté de l'inceste, du côté de l'incestuel, du côté de choses visibles. Cette transmission, elle est aussi, dans son impact, ce qui se transmet du côté de ce qu'on peut appeler les empreintes. Pas uniquement les traces, mais c'est aussi ce qui est transmis en creux, en vide, et qui ne se voit pas, mais dont il est héritier, dont il peut être porteur, dont il peut être expression, dont il peut être ventriloque, et en particulier ventriloque d'histoires non élaborées, en particulier ce sur quoi j'insiste dans mon travail de psychiatre, psychanalyste, spécialiste d'adolescence, mais aussi qui travaille non seulement sur des petits groupes, mais sur des grands groupes. Dans la discussion, on pourra en parler si vous voulez, de cette transmission, c'est-à-dire aussi de ce qui n'est pas élaboré dans des histoires transgénérationnelles qui effectivement se réactualisent comme des effets de reproduction. Et pour pouvoir penser la prévention de ces reproductions,
il faut penser ce dont elles sont l'expression, en particulier du non élaboré de la honte, de l'humiliation, de la honte non seulement consciente, mais de la honte inconsciente, c'est-à-dire qui va se manifester un peu par ce que j'appelle les porte-la honte, comme des porteurs héritiers d'une honte dont ils n'ont aucun sentiment de honte, mais ils en sont porteurs ventriloques. Ces histoires-là, elles vont se manifester dans un parcours. On a parlé dans ce parcours de la différence entre enfants, etc. Que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, il faut le penser dans son âge de vie, effectivement, dans son processus de maturation. Et dans son processus de maturation, on va avoir les conditions qui participent effectivement à l'élaboration de ce qui fait que l'enfant va être protégé ou pas protégé. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la métagarance, c'est-à-dire cette responsabilité éthique que nous avons en fonction d'un lien de filiation, d'un lien d'affiliation, une responsabilité d'assurer une contenance suffisamment sécure. Lorsque cette contenance n'est pas suffisamment sécure, effectivement, on va voir au niveau de l'appareil psychosocio-somatique de l'enfant des vulnérabilités qui vont s'exprimer, qui ne vont pas s'exprimer uniquement du côté du passage à l'acte, comme l'a dit, comme ça a été évoqué par un collègue. Il n'est pas uniquement auteur de violences sexuelles. Il est aussi avec des problèmes peut-être de langage, des problèmes de... C'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir une lecture assez plus globale et pas uniquement avec un risque qui est justement le risque de son histoire d'être stigmatisé. Donc ne le stigmatisons pas en plus à travers l'étiquette uniquement d'auteur, même s'il s'agit évidemment de le repérer. Cette vulnérabilité, elle est de deux types. Elle est soit parce qu'il y a une faille de la métagarance, c'est-à-dire une insuffisante protection, soit elle est dans ce que je pourrais appeler une attaque de la métagarance. Alors, ça c'est intéressant parce que l'attaque de la métagarance, c'est lorsque le référent métagarant n'est non seulement pas protecteur, ce qui est sa fonction, non seulement pas garant, mais qu'il est lui-même la menace et le danger. Alors ça, c'est redoutable, parce que c'est l'histoire de l'inceste. C'est-à-dire que lorsqu'un père concerné par un lien de filiation, non seulement n'est pas garant de son enfant, mais qu'il est lui-même père incestueux, c'est-à-dire menace et danger, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça attaque les fondations même du processus de croissance. Et là, on comprend effectivement la gravité, par exemple, de l'inceste. Et on comprend que des enfants qui, très tôt, ont été concernés par des effractions vont se traduire par de véritables parcours ce que j'appelle un scénario d'exposition que j'ai décrit, par exemple, par ce que j'appelle des pseudo-lolitos et pseudo-lolitas qui vont témoigner dès la petite enfance par des manifestations de attouchements qui vont se retrouver à l'école avec des comportements exhibitionnistes, voyeuristes, etc. Et là va commencer le processus d'exclusion qui vont se retrouver ensuite avec des mises en danger d'eux-mêmes, et on les retrouve, et vous les retrouvez toujours, par exemple dans les foyers, avec ces comportements de séduction, qu'on retrouve ensuite avec des comportements, y compris prostitutionnels, y compris d'addiction. C'est-à-dire, effectivement, on a ce continuum. C'est vrai que c'est en fonction du contexte où on est amené à les voir qu'on va avoir cette visibilité. Donc, vous l'avez compris, et je vais terminer là-dessus. Finalement, mon hypothèse, c'est qu'il ne faut pas penser l'histoire familiale comme une cause, mais que l'histoire familiale, elle est elle-même symptôme d'une organisation. Et quand on fait effectivement, par exemple, un spatiogramme, c'est-à-dire une représentation de l'espace habité familial, on voit que l'indifférenciation est présente dans ces organisations familiales. Elle est présente, elle se répète, et c'est ce scénario généalogique de la violence qu'il s'agit d'accueillir
et d'éviter de reproduire. Merci. Merci beaucoup. Une question? Non, pas vraiment encore de questions. Merci pour votre propos. Très éclairant. L'utilisation de ce petit filet comme figure épistémique était bien trouvée, je trouve. Bon, on y voit un peu plus clair sur un certain nombre de choses, et en particulier sur la question du lien, mais on n'a pas vraiment de questions. C'était plus explicatif. Je préférerais qu'on passe la parole à la salle. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? La question est derrière, en fait. Excusez-moi. Après, vous aurez le micro. Pas tout de suite. Non. C'était à moi. Je suis désolé. Ouais, et du coup, je vais poser la question de la dame, si vous voulez, je l'ai. Elle posait la question sur les statistiques concernant les victimes, et elle y reviendra tout à l'heure et plus tard. Et du coup, vous aurez votre question, madame, je m'y engage, si on veut bien. Super. Et bien, dans ce cas, je vais poser la mienne dans l'idée du cadre contenant. Merci. Et dans le cadre du filet de protection que vous avez évoqué, vous avez convoqué des objets, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité du cadre contenant, du filet? C'est-à-dire qu'on lui prête des qualités, ou voire il est dysfonctionnel, et puis ensuite, ça va opérer ou pas. Et vous avez évoqué l'histoire familiale. Alors, je ne sais pas si c'est l'histoire familiale qui est le filet, si c'est la famille, si c'est le couple. Ça fait écho pour moi à, par exemple, vous avez convoqué des objets, je convoque des animaux. Il y a des loutres en 2013 qui ont agressé sexuellement des bébés phoques dans une baie de Californie. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des loutres agressent sexuellement des bébés phoques? En fait, ces loutres, 3 d'entre elles, avaient été dans un aquarium pour une réhabilitation parce qu'elles étaient blessées. Donc, on les avait mis dans un cadre contenant, bienveillant, les humains. On va les réparer. Ensuite, on les a remises à l'eau et elles ont violé des bébés phoques. Et donc, du coup, la garantie du cadre contenant, ça illustre 3 choses, d'après moi. L'idée qu'en pensant bien faire, parfois on fait l'inverse. L'idée qu'en changeant de cadre et quand on les remet dans le cadre naturel, dans des moments de passation, comme l'adolescence, ça devient violent. Et puis ensuite, l'idée dans le modèle de Gary Slotkin de la contagion de la violence. Parce qu'en fait, elles étaient 3 et ça a contaminé aussi d'autres loutres qui ont ensuite agressé sexuellement. Merci pour votre réponse. Merci pour votre question. Alors, je ne suis pas spécialiste des bébés phoques, mais je trouve passionnant de travailler avec d'autres références parce que ça, justement, bon, ça nous ouvre à la métaphore. Hein, et que la métaphore, c'est le moyen d'accéder à la clinique de la complexité au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire d'écouter des choses qui apparaissent contradictoires, hein, mais qui finalement se nouent ensemble et construisent des objets nouveaux. Hein. Alors, effectivement, la contenance en question, c'est celle qui va se traduire par la protection en évitant effectivement de se confronter à ces vulnérabilités. Hein. Alors, c'est-à-dire que la contenance, finalement, c'est une des fonctions, je ne veux pas entrer en tant que psychiatre trop là-dedans, une des fonctions de l'appareil psychique, hein, c'est-à-dire de ce qui va délimiter nos compétences à métaboliser, symboliser et à gérer ce qu'on a appelé des frustrations, ce qu'on a appelé des émotions, ce qu'on a appelé le rapport à l'autre. C'est-à-dire que cette approche, regardez là, mon petit truc là, c'est-à-dire là, il faut penser la contenance et la métagarance comme une métagarance transcontenante. C'est-à-dire qu'il y a entre le niveau individuel, le niveau familial et le niveau social, il y a des co-contenances réciproques. Hein, et que, par exemple, à l'adolescence, l'adolescence va actualiser les vulnérabilités au sein de l'organisation du lien psychique, de tout ce qui n'a pas été métabolisé dans l'histoire familiale et qui peuvent se réactualiser. Hein. Mais on va voir également le fait que, par exemple, dans une histoire, il y a une personne qui a posé la question sur la question parentale, hein, et la question de la référence parentale. Il m'apparaît de plus en plus, après un parcours assez long dans toutes ces cliniques sur la question de la violence, c'est que la manière d'intérioriser le lien psychique, pas uniquement
le lien vertical, je suis inscrit dans un lien parental, paternel ou maternel, mais le lien psychique parental est un élément très important dans ce qui va se construire ou pas cette vulnérabilité. Hein. Donc, pour répondre un peu plus précisément à votre question, l'expression de la contenance va se traduire par les potentialités d'un appareil psychosocio-somatique à gérer, par exemple, des excitations qui sont énigmatiques de l'ordre d'un attouchement, de l'ordre d'un non-attouchement, mais d'un regard bizarre dans une histoire incestuelle, et qui sont énigmatiques, non pas élaborables, mais qui ne sont pas sans effet, et qui passent ensuite leur temps à essayer d'élaborer ce qui n'a pas été élaboré à travers des répétitions, et on va les accuser de pervers, on va après les accuser d'hystérie, on va après les accuser parce qu'on ne sait pas comment les accuser et qui résistent au traitement d'état limite, et peut-être après, parce qu'on leur a donné peut-être des neuroleptiques pour les calmer, peut-être on va les accuser d'être psychotiques. On va prendre 2 questions, les 2 dernières, donc une là-bas, et madame, vous terminerez. Je veux bien donner le micro à madame. Juste un mot alors. Jean-Yves Chénion, je suis professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'Université Paris-Nord. Merci pour votre exposé qui rend très clair des notions qui sont complexes. Alors ça me fait quand même penser à quelque chose d'important, c'est que, vous venez de le dire, les violences sexuelles, elles se font porteuses d'autre chose que d'elles-mêmes, d'autre chose que de la sexualité. Et il y a peut-être un artefact méthodologique à isoler le terme de violence sexuelle. Voilà, je voulais juste faire cette remarque-là. D'ailleurs, Claude Ballier disait qu'il valait mieux parler de violence de sexe ou commise par le sexe, conçue comme une arme, plutôt que de violence sexuelle qui, évidemment, s'associe ou porte les violences narcissiques, la honte, l'humiliation dont vous avez parlé. Voilà. Je crois que madame... Merci pour votre remarque. Madame, vous pouvez terminer par votre question. C'est un petit peu dur de reprendre. En tout cas, je vous remercie tous d'être là pour la bonne cause, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai beaucoup appris là depuis ce matin. Je me présente, je m'appelle Marie Scamborde. Je suis mère, grand-mère, mais par accident. Je suis surtout survivante. J'aurais jamais dû être mère dans l'amnésie traumatique. Ça, c'est impossible d'être mère dans l'amnésie traumatique. Donc, je reprends un petit peu où vous en êtes, vous, de votre travail. Vous vous occupez, là, aujourd'hui, des auteurs de violences sexuelles mineures. Alors, moi, j'aurais quand même déjà, beaucoup plus rigoureusement, beaucoup plus clairement, explicité ce titre, cet intitulé. Je l'aurais appelé « Parcours des mineurs auteurs de violences incestueuses et autres violences sexuelles ». J'aurais distingué, car, comme le dit Dorothée Ducy, comme essaie de le dire Muriel Salmona, comme essaie de le dire Laure Razon, comme essaie de le dire Samuel Lemitre, Mathilde Coulanges et Tristan Renard, il est quand même question, là, d'un axe central qui fait notre société et dans lequel nous avons terriblement peur tous de basculer si nous le mettons justement, l'incestueux et l'incestuel, dans cet axe central. Or, on ne peut pas en faire l'impasse est impossible, là. Vous êtes trop arrivés, vous êtes devenus pro. Je vous remercie pour tout le boulot que vous faites, vraiment. C'est magnifique, c'était très intense, très dense. Mais là, vous faites fausse route si vous distinguez pas ce qui fait le fondement de l'inversion du monde. Je cite juste M. Patrick Ayoun, que vous connaissez tous, hein, qui a été longtemps le superviseur de la maison du docteur Bru à Agen. Ce que j'ai appris, dit M. Ayoun, hein, ce que j'ai appris en 35 ans de pratique peut se résumer en quelques phrases. Le déni, la cécité, la surdité, l'anesthésie ne sont pas l'apanage des enfants victimes, ni des enfants auteurs, moi j'ajoute.
mais se retrouve chez les professionnels, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Cet évitement, et ça j'ai souligné là, cet évitement, cet aveuglement même, est lié à la rencontre potentiellement traumatique pour toutes et tous, avec le réel de la mort psychique produite par l'acte d'inceste. Donc, si on ne distingue pas cette violence particulière, spécifique, on peut aller dans n'importe quelle direction, là. N'importe quelle direction. Je peux aller plus loin, je m'arrête là, parce que là, j'ai dit, je pense, l'essentiel de ce qu'il y a à vraiment penser pour infléchir son regard, utilisez bien sûr tout ce que vous faites, tout ce que vous avez déjà fait, mais écoutez les copains du début, là. Hein, Le Mitre, Coulanges, et M. Benghazi qui, bon, voilà, avec son truc un peu freudien... Madame, on vous remercie beaucoup pour votre intervention qui illustre parfaitement la charge émotionnelle qui est liée à ce sujet-là. Et j'appelle la dernière intervenante. Et je veux remercie M. Benkosi. Je veux juste quand même vous répondre. Je veux juste quand même vous répondre que vous illustrez exactement les enjeux de l'attaque de la métagarence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de différent, et que ce différent, il faut le prendre en considération. Mais merci beaucoup. Merci.